Donc aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo sur l'islam, hein, puisque le sujet est assez frais dans ma tête, avec notamment la parution dans le journal Le Point d'un sondage sur l'islam en France. Donc ça vient juste de paraître, hein, dans c'est le numéro 2455 du 19 septembre 2019. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas si souvent que ça. Bon, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que Le Point, bon, c'est pas un journal d'extrême droite, hein, c'est un journal plutôt de centre droit, on va dire. Et bon, c'est pas le plus, je pense pas que ce soit le plus anti-musulman. Puis à la fin, on fait avec ce qu'on a, hein. Donc voilà. Alors j'ai extrait un certain nombre de données. Bon, il y a pas mal de choses, mais bon, on va pas non plus se noyer sous les données, sinon on est perdu. Euh, donc on va l'histoire. Ce qu'on remarque quand même globalement, c'est que apparemment, il y a quand même une radicalisation à plus forte chez les populations les plus jeunes. C'est une tendance un petit peu de fond. Alors, je vais commencer par le milieu professionnel. Donc, il y a une demande relativement forte d'affichage de la religion dans le milieu professionnel. Globalement, 54% des musulmans. Alors, chez les cadres, c'est un cadre sur quatre. Et ça monte jusqu'à 55% chez les employés et ouvriers. Alors, bon, je note ça, c'est quand même assez fort. Alors maintenant, vous savez, moi, toujours mes questions, c'est toujours pourquoi, hein, c'est un petit peu le leitmotiv. Pourquoi les musulmans ressentent-ils ce besoin? Bon, alors là, justement, je lance un appel aux commentaires s'il y a des musulmans qui veulent donner leur opinion, parce que c'est ça qui est quand même intéressant, c'est pourquoi ressentent-ils le besoin d'afficher leur religion. Est-ce que effectivement ils se sentent, est-ce que parce qu'ils se sentent marginalisés, rabaissés, que c'est quelque chose, voilà, c'est une question un peu d'ego ça peut se comprendre, ou est-ce que ce sont d'autres raisons, est-ce que c'est simplement une prescription religieuse? Alors moi personnellement, moi en tant que non musulman, je me pose la question suivante, euh, alors j'essaie de me mettre à la place des musulmans. Et je crois qu'il faut le faire avant de lancer des cris, des anathèmes. Faut se mettre un petit peu à leur place, un minimum. Bon, maintenant, moi, la mienne, je me dis, mais est-ce que les musulmans, alors, ils vont me dire, c'est pas leur problème, parce qu'effectivement, il y a une grande victimisation. Euh, euh, je crois que ce qui caractérise beaucoup la communauté musulmane en France, c'est un sentiment de victimisation qui se répand. Et bon, bah donc ils voient bien naturellement midi à leur horloge, si je puis dire. Maintenant, la question, c'est quand même les non-musulmans. C'est-à-dire que comment on est censé se comporter? euh, Est-ce que l'affichage de la religion au milieu du travail, ça pose pas de difficulté? Est-ce qu'on pense aussi qu'on est en train de se mondialiser, qu'arrive beaucoup de nouvelles religions, et notamment, je note en Île-de-France, quelque chose qu'on voit, des populations qu'on voit encore très peu, qu'on ne voit quasiment pas, sauf quand je prends le RER, d'ailleurs, certaines lignes, hein, l'AB notamment, on se rend compte qu'il y a une population indo-pakistanaise absolument énorme. Donc voilà, je veux dire, c'est très gentil ça, mais c'est pas kippa, foulard ou croix, c'est qu'il y a énormément de communautés. Et à ce moment-là, est-ce que chacun doit se mettre à afficher sa religion et les conséquences au travail? Enfin, moi personnellement, je pense que moi, je suis radicalement contre le port de signes religieux au travail parce que ça ne peut pas améliorer l'ambiance, ça ne peut que la plomber et ça ne peut que créer des difficultés parce que voilà, la question c'est que comment on doit se comporter, quel message renvoyer? Vous avez des collègues qui affichent
une appartenance à l'islam, bah, la question est, qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire, sachant que nous, on n'est pas censé connaître le Coran, la Sunna, etc. Donc ça pose d'énormes difficultés. Voilà, ça c'est quand même une chose que les gens devraient comprendre. Je le dis carrément, hein, et je le dis d'autant plus que par les temps qui courent, avoir déjà un métier, il faut le rappeler, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de rajouter de la difficulté à la difficulté. Avoir un métier, c'est difficile. La pression au travail devient de plus en plus effroyable. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Je dois dire que si on rajoute dans l'ambiance du travail des prescriptions religieuses comme ça, c'est infernal, infernal. Je le dis, hein, là je prends position. Alors il faudrait trouver le moyen d'avoir quand même un peu de dialogue, un peu d'échange plus ou moins apaisé, mais enfin moi personnellement, je le dis clairement, moi je suis pour une stricte laïcité dans le monde du travail. Ça c'est pas possible autrement, quoi. Voilà. Alors, le port du voile, on ne peut pas ne pas l'aborder, bien entendu. Alors, on a posé la question, quelle est la motivation du port du voile? Alors, obligation religieuse pour 60%. Affirmer sa religion, c'est un tiers. Et après, bah, y a d'autres motivations, hein, qui sont se sentir en sécurité 27%, imitation 2%, contrainte 1%. Alors ça, c'est quand même des chiffres qui posent question, hein, donc c'est quand même très curieux. Il y a quand même des paradoxes là-dedans. Et là, on retrouve un peu ce besoin de cette espèce de complexe, un tiers pour montrer sa religion. C'est un petit peu étrange. Et là, on peut reposer la question que j'ai dit, comment est-on censé se comporter? Comment est-on censé se comporter avec une femme musulmane qui porte son foulard islamique? Bah, c'est très embêtant, très embêtant. Moi, moi personnellement, ça me pose problème. Je le dis clairement, ça me pose problème. Parce que on le voit, de toute façon, il n'y a pas un islam, il y a des islams. Hein, et je pense que les musulmans simplifient aussi un petit peu à l'excès leur religion, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à penser que l'islam, c'est leur islam. C'est absolument faux. Donc, il y a des groupes de musulmans qui ont des attentes différentes. Donc, qu'est-ce qu'elle attend, cette femme musulmane? Est-ce que c'est je dois détourner le regard, je dois m'éloigner? Est-ce que je me comporte naturellement? Alors, se comporter avec politesse, courtoisie, ça me paraît quand même, enfin, je veux dire, normalement, ça paraît logique. Mais la question, c'est, là encore, je pense qu'il faut que les musulmans se posent la question. En portant ce foulard, ou en portant ce vêtement, ou ça, qu'est-ce que vous attendez des autres? Parce qu'on n'est pas censé connaître non plus votre religion, et on n'est pas censé encore plus connaître comment vous voyez votre religion et ce que vous attendez des autres. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une compréhension du collectif, à la fois du collectif national, mais aussi de votre collectif. Et aussi de votre collectif. Parce que vous avez tendance, moi j'ai l'impression, à penser que, voilà, c'est très simple, hein. Alors bien sûr, beaucoup disent, il y a Daesh, il y a les islamistes, etc., qui posent des bombes et qui égorgent, et puis sorti de là, c'est monolithique. Absolument pas. Et d'ailleurs, ce sondage le montre que c'est pas du tout monolithique. C'est à mon avis le principal enseignement. Alors se sentir en sécurité, ça pose quand même un problème, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a 27% des musulmanes qui se sentent pas en sécurité. Ça c'est quand même... alors il faudrait préciser les choses, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en sécurité, ça veut dire surtout dans les quartiers, certainement. Donc là il y a un gros souci. Et une jeune musulmane va se sentir en insécurité de la part de qui? De la part de racailles, de voyous. Là, c'est quand même une honte, quoi. Enfin, je veux dire, une jeune femme musulmane honnête,
elle aurait encore pu, il faudrait encore qu'elle démontre davantage pour être en sécurité vis-à-vis du fond de la société qu'est cette racaillerie. Ça, c'est quand même inadmissible, je trouve. C'est quand même inadmissible. Alors, en ce qui concerne l'alimentation, le ramadan, c'est 60% qui déclarent faire le ramadan complet. Alors, il peut y avoir un petit peu d'exagération, mais enfin, peu importe, on ne va pas non plus pinailler. N'arrivent pas à faire le ramadan complet, ça, c'est quelque chose qui est important. Hein, il faut aussi le comprendre. Hein, c'est logique. Hein, tous les musulmans n'ont pas le même âge, le même état de santé, le même ci, le même ça. Il y a énormément de contraintes professionnelles, contraintes familiales. Alors ça peut être facile pour certains ou ça peut être extrêmement difficile pour d'autres. Donc, le ramadan incomplet, c'est pas nécessairement une paresse, un manque de foi, un ci, un ça. Je veux dire, là c'est pareil. Je pense que moi je note parce que c'est des discussions que j'ai eues quand même avec beaucoup de musulmans. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte et manquent de tolérance vis-à-vis de leurs coreligionnaires. Ça, c'est une opinion tout à fait personnelle que j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, on fait le ramadan et doigt dans le nez. Alors, il est clair que pareil, hein, à la limite, le racailleux qui fout rien ou l'assisté social qui fout rien, qui dépense pas de calories, c'est plus facile pour lui de pas bouffer que le père ou la mère de famille qui doit bosser, qui a plein de contraintes et ceci et cela. Moi, ça me pose, je trouve que d'un point de vue un peu, on va dire, scientifique, ça pose question. Il y a une grande inégalité devant le Coran. Alors ne parlons pas de l'état de santé. Hein. L'état de santé, bien entendu, vous avez des gens âgés, des gens malades, etc., etc. Donc moi, je trouve que là, ça pose, pour moi, ça pose souci cette question. Moi, en tant que non-musulman, je me dis, mais c'est quand même très étonnant, quoi. Surtout dans notre société, avec beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Moi, je peux comprendre que des gens n'arrivent pas à tenir toute la période du Ramadan. Enfin voilà, ça c'est mon. Moi, j'aimerais bien là, que des musulmans aussi se donnent un petit peu leur opinion, leur vision, et voir s'il y a effectivement dans la communauté musulmane des interrogations par rapport à ça. Alors, ceux qui le font pas, il y en a quand même 22% qui le font pas. Voilà. Alors l'alcool, l'alcool est en perte de vitesse. Donc une consommation d'alcool épisodique, c'est déclaré par 21% et c'était 35% 89. Alors une anecdote à ce propos d'ailleurs qui... je suis là pour soulever aussi des choses des problèmes. Hein. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Moi je pense j'ai un collègue que je vois très épisodiquement lors de réunions, etc. Et puis il arrive que parfois, il y a des choses qui durent assez longtemps, qui durent plusieurs heures, une journée, et puis il arrive que parfois il y a un buffet, qu'il y a un pot, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Alors ce collègue, c'est un collègue d'origine algérienne qui est très chevronné, je crois qu'il ne doit pas être très loin de la retraite, un père de famille, il a 3 ou 4 enfants, je crois. C'est un très très grand professionnel, c'est un type qui est extrêmement réputé dans son domaine. C'est un gars carré, sérieux, d'une rigueur. Il fait l'unanimité, quoi. Je veux dire, c'est une référence. Et je l'ai déjà vu boire un verre de vin dans un buffet, dans un truc comme ça. Mais chaque fois qu'il y a un autre musulman, il prend du jus d'orange. Et je l'ai observé, j'ai observé son comportement. Donc, il ose pas boire son verre de vin quand il y a un ou plusieurs autres musulmans. Alors ça, c'est quand même, ça c'est quand même malaisant, comme on dit, quoi. Je veux dire, c'est quand même un problème, quoi. Voilà, je le dis, il y a cet effet du groupe, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on me parle de le voile à l'université, c'est extrêmement problématique, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Bon, vous en avez 2, 3, 4, 5%, puis à partir du moment où vous avez un certain taux, les autres sont obligés de s'y mettre. Faut pas être angélique, hein. Donc là, il y a quand même c'est très gênant. Je me rappelle aussi d'une autre anecdote, c'était lors
Enfin, nous étions dans une réunion, c'était pour des histoires d'achat de, de matériel d'appareillage. Donc il y avait une société qui nous avait fait des démonstrations. Et puis, bon, le soir, ils avaient organisé un dîner. Donc là, on était parti dans une brasserie, brasserie type sud-ouest, un petit peu, voilà. Et à ma droite, donc on était un groupe, je sais pas, d'une quinzaine, et il y avait deux, trois musulmans, quoi. À ma droite, il y avait un Algérien, un type, je sais pas, 50 ans. Alors, donc on sert l'apéritif, non, non, pas d'alcool, bon. L'entrée, donc il y avait une entrée avec, il y avait une petite noisette de foie gras, et enfin c'est même pas une noisette, quoi, je dirais, que dire, quoi, bah, c'était même pas un haricot, quoi. Voilà, c'était même pas un haricot. Et alors, il a fait changer le truc, quoi. Plat principal, bon, il y avait une pièce de viande, etc. Ah ben non, faut ceci. Et ça a été comme ça a été infernal, quoi. C'était tout le repas comme ça. Honnêtement, j'ai trouvé ce type odieux. Euh, j'ai trouvé ce type profondément odieux. Moi, ça m'a foutu mon dîner en l'air. Moi, j'étais avec ce type à ma droite et ça a été que ça. J'ai eu hâte que ça se termine. C'était infernal, quoi. Donc, c'est invraisemblable, quoi. Si ce type est un rigoriste religieux, eh ben, il vient pas bouffer avec les koufars, et puis d'ailleurs, il mange pas dans de la vaisselle qui a pu être contaminée parce que c'est ça aussi la nouvelle mode, hein, contaminée par des aliments non halal. Je trouve que bon, écoutez, je le dis franchement, je trouve ça c'est un emmerdeur. S'il veut une application rigoureuse de l'islam, eh ben, il n'était pas obligé de venir au dîner, quoi. Donc il est venu, j'ai eu le sentiment qu'il venait faire sa démonstration et son numéro. Donc ça pose la question du complexe, d'un complexe, d'un malaise, et il est venu en fait, il nous a fait un sketch, il nous a fait une démonstration, quoi. Et c'était très gênant, très gênant. Et enfin moi personnellement, ça m'a plutôt gavé qu'autre chose, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà une chose, ou alors il aurait dû, peut-être que, je sais pas, il aurait peut-être dû par avance, peut-être qu'au minimum, il aurait dû par avance prévenir, je sais pas, en amont, et puis qu'on lui amène ses plats spéciaux à la limite. Ça aurait été plus, voilà, je pense que ça aurait certainement pu être faisable, puisqu'on savait qu'il y avait un dîner, donc il aurait pu remonter en amont et puis demander qu'on lui prépare. Ça aurait été quand même plus modeste, plus sympa qu'autre chose, quoi. Donc là, oui, il nous a fait son sketch, quoi, clairement. Alors en termes de société, il y a des chiffres intéressants. Alors qui corroborent les sondages plus anciens, pour 27% des musulmans, la charia doit prédominer sur les lois de la République. Donc là, bon, par contre, bon, la laïcité semble pas gêner les musulmans dans 70% des cas. Alors, bon, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est beaucoup et c'est peu, ça dépend comment on voit les choses. Bon, ça montre quand même qu'il y a quand même une partie, grande partie des musulmans qui vivent quand même correctement la laïcité républicaine. Donc, alors la théorie du complot, la victimisation et puis même donc le complot, 36% des musulmans estiment d'être victimes d'un complot en France. Bon. Et alors un peu curieux, par contre, c'est là qu'on voit, et je crois que ça coïncide avec les 70% vus un peu plus haut. 67% des musulmans pensent que les homosexuels doivent vivre leur homosexualité en toute liberté.
Voilà, donc ça vous montre quand même qu'il y a, ça vous montre, eh bien, sur ce que je vous ai dit plus tôt, c'est que la très grande hétérogénéité de ce qu'on appelle la communauté musulmane. Donc, effectivement, en France, il y a mille façons de vivre l'islam. Et ça, je pense qu'il faut quand même que les musulmans aient cette conscience. Parce que j'ai toujours cette tendance à penser qu'on s'imagine, on juge les autres par soi-même, et j'ai l'impression que les musulmans pensent que les autres vivent l'islam comme eux. C'est absolument faux. Ces chiffres, pour moi, c'est un des principaux enseignements. Alors, euh, la charia qui doit prédominer dans 27% des cas, bah, ça rejoint la question qu'on avait posée de la remigration. Hein. Je pense que ces gens-là, c'est remigration directe. Pour moi, c'est clair, net et précis. Ces gens-là n'ont rien à faire en France. Absolument rien. Donc, alors je sais pas quoi, il y a une trentaine de républiques dites islamiques dans le monde. Eh ben, moi, j'invite ces gens-là à aller voir ailleurs. Ou aller voir, il y a des républiques islamiques, ou alors il y a les pays vous avez le Canada de Justin Trudeau, là, hein, qui rampe comme une larve à terre devant toutes les communautés. Vous avez le Canada, vous avez l'Angleterre aussi, où il y a des zones islamiques, il y a des ceci, il y a des cela. Donc, le pays est vaste et grand, et des pays riches et prospères. Donc, si vous voulez vivre votre charia, vous pouvez rejoindre des zones islamiques à Birmingham, à Londres, etc. Voilà, donc là on a au moins un chiffre de remigration qui pourrait être extrêmement rapide. Hein. Là ça va très très vite. Hein. Donc la charia, bon, allez, on y va, dehors. Alors, par contre, une autre question sur la charia, c'est quand quid de la charia dans les pays musulmans, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a ce qu'on appelle des républiques islamiques, mais en fait, dont la constitution est plus ou moins basée sur le Coran, mais plus ou moins influencée par le Coran, mais je dirais c'est plutôt moins que plus. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce que tout simplement on n'a pas fait une constitution avec le Coran et la Sunna, euh, parce que c'est ça la logique. Hein. Je veux dire, tous les savants euh, qui ont, qui ont compilé les 500 000 hadiths et qui en ont retenu, je crois, 30 000 à 40 000, bah, ils l'ont fait pour ça. Hein. Ils l'ont fait pour qu'il y ait une constitution islamique. Donc, pourquoi ça s'est pas fait moi, je pose la question. Hein. Voilà. Alors voilà, donc j'ouvre un petit peu la discussion cette chose, mais moi c'est un petit peu les impressions que j'ai. Je pense que là on a quand même une communauté qui est pas si homogène que ça, une communauté qui se sent en partie mal à l'aise dans la communauté française, ce que je peux complètement comprendre, parce qu'il faut pas oublier que pendant le même temps, bah, vous avez les homosexuels, les LGBT, les féministes, les ceci, les cela. Et croyez-moi que moi, personnellement, en tant que mâle blanc, euh, catholique plutôt sympa et assez tolérant et ceci et cela, je croyais bien que c'est infernal, infernal. Donc là, il faut quand même que, je pense qu'il faut quand même que les musulmans comprennent qu'ils ne sont pas un bloc, et c'est logique. Hein. Chacun, il y a c'est pas le Coran ne transforme pas votre personnalité, ne transforme pas votre histoire, ne transforme pas votre vécu. Vous avez un livre, mais votre personnalité est aussi un élément important de la façon de vivre et votre famille et plein d'autres domaines. Sont aussi des éléments qui peuvent influer sur votre pratique de l'islam. Et ne pensez pas que tout le monde fait comme vous. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Voilà, donc enfin on a l'impression que les choses se raidissent un petit peu, voilà. Donc ben j'attends vos commentaires.